capsule. Toute capsule Marseille vous attend sur les stands 12, 59 et 90. Savourez un café dans nos espaces dédiés aux boissons chaudes. Faites une pause bien méritée. Écoutez, bonjour à tous et merci de votre présence juste à la sortie du repas. J'espère que vous allez être intéressés par cet atelier. Si vous êtes là, c'est que vous l'êtes en tout cas. L'atelier qui est présenté et proposé par BPI France et qui va traiter de l'intelligence artificielle. On parle beaucoup d'intelligence artificielle et il y a un an en arrière, c'était encore des choses méconnues et puis on se rend compte que salon après salon et avec le temps, on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. On était sur VARUP, on avait une dizaine d'ateliers sur l'IA. On était ici aussi, il y a eu pas mal d'ateliers sur l'intelligence artificielle. Et lorsqu'on s'est dit cette année, quel projet, qu'est-ce qu'on va porter comme thématique auprès de nos apprentis créateurs d'entreprises, eh bien, on a décidé aussi de porter quelques ateliers sur l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, elle fait beaucoup pour l'entrepreneur établi, parce que les entreprises ont de l'argent. Madame, je crois que vous développez des actions et des outils d'intelligence artificielle. Et quand on a de l'argent, on peut commander, faire des commandes et proposer et avoir des outils d'intelligence artificielle aboutis qui vous permettent de vous faciliter la vie dans l'entreprise. Pour ce qui est des porteurs de projets, on est souvent face à des associations qui n'ont pas les moyens de développer des outils, sauf cas exceptionnel ici avec nos amis Samy Mdia et David Simonian. Donc on va voir une démonstration en direct d'un outil d'intelligence artificielle qui permet de cerner le marché d'une entreprise. Et on va partir d'un exemple très précis, l'exemple de la société Labovert, qui est dirigée par Karine Giguet. Et Karine a un projet qui s'appelle Labovert. Je te laisserai peut-être en parler, quoi, hein, voilà. On va y arriver. Et puis, dans un deuxième temps, deuxième étape dans cet atelier, on va parler des outils. Alors, on a cerné le marché. Et à un moment, dans la démarche du créateur d'entreprise, il faut qu'il pitch son projet. Et il y a des outils d'intelligence artificielle qui vous permettent de vous faciliter la vie pour faire des pitchs de présentation et des slides de présentation. Donc, ceux qui ont un peu une aversion pour les PowerPoint, pour les outils de présentation, eh bien, il va y avoir ils vont découvrir des outils via Canva qui permettent de faciliter les présentations. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. On va commencer. Alors, Karine, ouais, honneur aux dames, c'est la seule dame, mais c'est pas n'importe quelle dame, c'est Karine Giguet, c'est une des 101 femmes entrepreneurs qui est montée à Matignon l'an dernier. Elle a été élue femme entrepreneur du département des Bouches-du-Rhône. C'est notre représentante pour l'année 2024. Donc c'est quand même quelqu'un qui a su séduire déjà un jury. Et elle a un projet qui s'appelle Labovert. Alors oui, c'est un projet, même c'est déjà une entreprise qui est créée depuis 3 mois. Et donc l'idée de cette entreprise, c'est d'accompagner les laboratoires de recherche dans leur transition écologique. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un secteur d'activité qui est très, très consommateur de plastique à usage unique. Donc on va utiliser des petits contenants, des ustensiles en plastique qu'on va jeter. Ça représente en fait annuellement, en termes de déchets, 60 kg de plastique par chercheur. Pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 3000 bouteilles de lait. Vous imaginez, donc voilà. Donc c'est très très générateur de déchets, empreinte carbone très très mauvaise. Et c'est un secteur d'activité où on a complètement abandonné l'usage d'ustensiles en verre. Donc l'idée de l'entreprise, c'est de permettre le réemploi de ces contenants en plastique grâce à un lavage et une stérilisation optimale, mais aussi de réintroduire les ustensiles en verre qui permettront eux aussi de diminuer l'empreinte carbone des laboratoires de recherche. Voilà. Merci, on va passer à nos deux apprentis chercheurs, là, nos deux chercheurs, les développeurs de l'application Startup Manager. Alors on a David, tu commences ? Oui, bonjour à tous. Alors moi je m'appelle David Simonian, je dirige l'incubateur de start-up Cordair, qui est une filiale de l'ESN Clanic. Et en fait, ça fait quelques années que j'accompagne des porteurs de projets à l'université, puis en dehors de l'université. Et j'ai toujours
je me suis toujours imaginé que les problématiques qu'on rencontre quand on a un porteur de projet en face, qu'on est une structure d'accompagnement, c'est d'essayer d'arriver à mettre un scoring sur un projet quand on arrive et puis de pouvoir directement donner les bonnes directives. Et donc c'était un vœu pieux, on avait cherché avec d'autres collègues qui sont aussi dans le milieu, quelle pourrait être la solution. Et puis le hasard, enfin, le hasard n'existe pas, hein. Moi je dis toujours que le hasard c'est quand la préparation rencontre l'opportunité. Donc j'étais prêt, j'ai rencontré l'opportunité qui est Samy, qui était ingénieur central et qui avait, après il le dira lui, mais il a l'habitude de dire que les 5 dernières années, il a plus parlé à des IA qu'à des humains. Et il était sur un projet qui était quand même invraisemblable, qui consistait, je vais te spoiler un peu, qui consistait à faire un robot autonome pour les cuisines, pour pouvoir préparer à bouffer. Sauf que quand il est allé voir des cuisiniers, ils lui ont expliqué qu'un robot avec un couteau dans la main qui se balade dans la cuisine, c'est pas très rassurant. Donc il avait beaucoup travaillé sur le sujet. Et effectivement, je lui ai dit, écoute, moi j'ai une super idée, il me manque les compétences techniques. Lui, il a les super compétences techniques, il lui manquait l'idée. On a travaillé longtemps ensemble et on a sorti un projet qui correspond parfaitement à ce qu'une structure d'accompagnement a besoin. Ça ne permet pas de faire un scoring, mais ça permet de donner toutes les directives et de balayer un spectre extrêmement large de ce qu'on a besoin pour démarrer un projet. Et on va vous le montrer en direct. On a accepté le challenge, c'est-à-dire qu'elle va nous donner un descriptif de son projet, on va la rentrer dans la bécane, elle verra le résultat parce qu'elle ne l'a pas vu, et elle nous dira ce qu'elle en pense. Samy, tu veux dire un mot ? Ouais. Samy, t'es un incompris, quoi. Si... Ouais, donc bonjour à tous, je m'appelle Samy. Donc je suis comme... Ouais. Vous m'entendez un peu mieux là ? Ok. Ouais. Ah, vous me voyez pas ? Ok, d'accord. Donc je m'appelle Samy et je suis ingénieur, mais surtout expert en IA générative. Donc je fais partie des premiers bêta-testeurs d'OpenAI en juin 2020. Je crois que j'ai dû passer pas loin des 10 000 heures sur le sujet. Et comme l'a dit David, j'ai plus parlé à GPT qu'à des humains sur les 3-4 dernières années. Donc voilà, je suis entrepreneur aussi. Et on est venu vous présenter cet outil sur lequel on a travaillé pendant à peu près un peu plus d'1 an, ça fait ça ? C'est ça à peu près ? Ouais, donc voilà. Bon, alors, avant de commencer, Karine, combien tu as passé de temps à déterminer ton marché, faire tes SWOT, tes matrices et arriver à cerner ton sujet ? Alors je dirais que j'ai passé entre 6 et 8 mois Oui. à réfléchir sur l'ensemble du projet, entre vraiment l'idée de départ, la maturation. Donc en fait, ça évolue, c'est des choses qui évoluent au cours du temps. Et en affinant le marché, et petit à petit, voilà, je dirais que l'idée concrète, elle m'a pris au moins 6 mois. D'accord. Bah, écoutez, on va voir maintenant ce que nous propose l'intelligence artificielle. Il faut que tu promptes, que tu donnes... Ah ben c'est fait c'est déjà. fait. Donc j'atteste que j'ai transmis les données juste avant, juste avant l'ouverture. Voilà, sans qu'on ait de concertation. On lui a juste donné des instructions de faire quelque chose sur une 30aine de lignes. Là, voilà. On va le mettre dans notre bécane, donc c'est la V3 et là on travaille sur la V4. Tout à fait. Donc là, il faut choisir le stade de développement. Donc là, a priori, c'est déjà sur le marché. Le modèle économique. Là, on est en B2B. Ces deux questions sont facultatives. Ensuite, on choisit le langage. Et voilà. Donc là, je vais le lancer. Là, la connexion Internet n'est pas extraordinaire, donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Et là, on va voir les résultats. Là, il est en train de chercher l'arborescence pour sortir les résultats. Normalement, il devrait déjà commencer à... Quand on va faire des démos que ça... Syndrome Bonaldi. Je vais réessayer sur celui-ci. Donc là, excusez-moi, l'attaque, produit sur le marché, B2B, français.
Ok, c'est bon, c'est parti. Oui. Donc là, on commence par déterminer des personas utilisateurs. On va identifier leurs points de douleur, puis les propositions de valeur mises en avant, avec une ébauche d'une stratégie de développement. Suite à ça, là, il est en train d'effectuer des recherches sur les différentes bases de données qu'on a pu identifier. Et il va nous sortir l'étude de marché, voilà, l'analyse de marché. Donc ici, on a un aperçu. Voilà, donc là, on a le budget. Avec les sources, hein, toujours. Ça, le budget de l'ANR, l'augmentation du budget de recherche publique. On a l'analyse des clients ensuite, donc avec la segmentation du marché entre les laboratoires publics, les laboratoires privés, suivi de l'analyse concurrentielle, donc on va avoir une analyse concurrentielle un peu plus détaillée plus tard, et les différentes dynamiques de marché. Donc voilà, là on va avoir l'analyse d'un TAM-SAM-SOM, où il va prendre le nombre de laboratoires qui va multiplier par la dépense moyenne annuelle en recyclage. Donc là, on obtient à peu près ce chiffre-là. Et puis, il va nous donner ses hypothèses et ses justifications. Ça, ensuite, on va avoir Service Available Market, où il va venir choisir des hypothèses, des justifications, donc en se basant sur les chiffres de l'INSEE. Puis ensuite, on va avoir Service Available Market. C'est ça. Donc il nous donne aussi toutes les hypothèses et les justifications, et aussi les différents ratios et les sources de données sur lesquelles il s'est basé. Suite à ça, on va avoir donc l'analyse concurrentielle, où il va identifier différents concurrents et des concurrents aussi indirects. Et ensuite, on va avoir ici... je crois que j'ai... Bon, désolé. Je crois que j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Décidément, c'est déjà direct, tout à fait. Tac. Ouais. Voilà. Donc, ouais, je vais le laisser dérouler. Oui. Alors, je vais répéter la question puisque pas tout le monde a entendu. Donc, le support n'est pas accessible. En fait, c'est un support qui est destiné aux structures d'accompagnement parce qu'on part du principe qu'un porteur de projet à qui tu donnes toutes ces informations, tu lui rends pas service. Voilà. Donc, en fait, nous, on commercialise cette solution auprès des CCI, des chambres des métiers, incubateurs, couveuses, accélérateurs, les écoles, enfin, de partout où on suit des projets et où on peut leur donner des éléments qui vont leur permettre, en fait, les accompagnants, toutes les structures d'accompagnement ou des start managers ou des chargés de mission, ça leur permet de monter immédiatement en compétences en rentrant le descriptif d'un projet. Ils sont presque au niveau du porteur de projet, ils peuvent immédiatement dialoguer avec eux et l'aider dans sa démarche, puisqu'en général, il sort des concurrents qu'on n'avait pas ciblés, des marchés qu'on n'avait pas ciblés, et ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement structuré pour avoir une première base de travail. On attend de ton retour aussi, de dire ce que tu as vu. Ouais. Bah, on verra ça sur un petit deck, après ce sera un peu plus facilement visualisable. Donc voilà, ici là on va avoir le tableau comparatif des concurrents avec les différentes prix moyens, parts de marché aussi estimées. Ensuite on va avoir donc l'analyse des forces concurrentielles avec la menace des nouveaux entrants, pouvoir de négociation des clients, etc. Puis on va avoir des stratégies de pénétration de marché qui vont être adaptées à cette analyse concurrentielle. Suite à ça, on va avoir un SWOT sur lequel on va venir identifier des forces, des faiblesses, des opportunités et puis des menaces, avec leurs risques et leurs probabilités. Puis on va faire une ébauche d'un petit plan stratégique qui sera détaillé un peu plus tard. Et là, on va avoir l'analyse, croisée du SWOT, où il va venir croiser donc différentes stratégies
pour venir identifier... là, le rendu en tableau, c'est pas bien fait. Pour venir identifier, comment dire, des stratégies plus poussées. Voilà. Suite à ça, donc là, on va avoir pour chacune des stratégies qui a été identifiée un impact, une facilité et les ressources que ça demande, suivi d'un plan d'implémentation. URSAF PACA. Retrouvez l'URSAF PACA sur les stands 10 et 11. Obtenez des conseils pratiques sur vos obligations sociales et les aides disponibles pour votre entreprise. L'URSAF PACA est là pour vous accompagner dans vos démarches. Oui, tout à fait. Puis là, on va avoir un pestel donc sur lequel on va avoir des sources sur lesquelles qu'on peut aller visiter. Tiens, on a la BPI ici. Donc voilà, ensuite, suite à ça, là, on va avoir des recommandations stratégiques qu'il va nous recommander. Et là, on a le business model Canva. Donc avec les partenaires stratégiques, donc là, les institutions de recherche, les fournisseurs, les partenaires industriels, les activités clés. Tout à fait. Les ressources. Donc là, il s'est focalisé sur Marseille parce que dans le descriptif qu'elle a donné, elle a dit qu'elle veut démarrer dans la région marseillaise. Donc l'outil s'est adapté à la demande oui, à sa demande de Karine pour pouvoir justement, c'est pour ça qu'ils disent Marseille environ. Et après, dans le programme d'expansion, c'est en année 2 le PACA, en année 3 corridor Rhône. Voilà, c'était sa demande, donc on s'est adapté à sa demande. Alors, n'exagérons pas, parce que derrière, il faut faire un contrôle. Mais disons que ça te donne une structure dans ce que tu dois faire qui est assez exceptionnelle et très poussée. Tout à fait. Dans l'ensemble, c'est plein d'infos. Il y en a même que j'avais pas, notamment sur les SWOT, les différentes stratégies. Et bon, du coup, ça permet de recouper les stratégies. Par contre, il y a petite inexactitude au niveau des comment ça s'appelle des concurrents, parce qu'en fait c'est des concurrents indirects parce qu'ils n'ont pas vraiment le même type d'activité que moi. Ça reste vraiment des concurrents indirects parce que j'ai identifié par exemple Suez. En fait, Suez, ils font du recyclage. C'est pas tout à fait pareil. Ils permettent pas le réemploi. Voilà. Dutcher, c'est à la fois un partenaire et un concurrent indirect. Voilà. Ouais. Mais bon, ça donne quand même voilà, des informations très pertinentes. Tout à fait. Et suite à ça, donc normalement, il y a une partie qui arrive après le business model Canva, qui est le plan opérationnel pour le marketing. Ouais, donc du coup, je l'ai relancé encore une fois là-dessus. Ça sort, grosso modo, un plan d'affaires qui fait entre 50 et 70 pages en fonction de la densité de ce qu'on a mis au départ et du marché, s'il est concurrentiel ou pas. Ouais. Non. À peu près, mais pas exactement pareil. Dans les grandes lignes, oui. Après, il va y avoir des informations il ne va pas tout le temps récupérer systématiquement les mêmes sources, car on a énormément de bases de données sur lesquelles il peut aller se baser. Donc on peut avoir des résultats qui vont être un peu différents, mais l'idée va être sensiblement la même. Là, regardez, notamment, là, si on regarde le tableau comparatif des concurrents ici, donc il est venu identifier d'autres concurrents. Donc voilà, il y a un peu ça qui va changer. Ensuite, ouais. Ma question, c'est niveau technique. Donc, si je comprends bien, vous avez repris un modèle d'IA type OpenAI, Microsoft. Vous l'avez entraîné avec des prompts dans le niveau du marché, donc pour qu'il fasse ce travail-là. Et ma question, elle est sur les datas. Du coup, vous allez chercher donc toutes ces données-là sous forme de scrapping.
En fait, il y a une double. Il va parler de la partie technique. On a des bases de données où on a renseigné, on a à peu près 10 000 startups qui sont rentrées dans la base de données avec leur business model, etc. Plus de la recherche sur le web, plus les entraînements qu'on a fait depuis des mois et des mois. Et après, vas-y, la partie technique, si tu veux. Ouais, Samy. tout à fait. Et on n'utilise pas OpenAI, enfin très peu. On utilise surtout Claude de Anthropic. Ok. Et on a différentes bases de données qu'on a identifiées et on vient chercher, comment dire, en fonction de ce qu'on veut, dans quelle section, dans des bases de données plus que dans d'autres. Et pour une même requête, on peut utiliser plusieurs IA en parallèle. Ok. Tout à C'est ce fait. qu'on a vu au début, là, en fonction des compétences des IA, là où elles sont meilleures ou pas. Et suivant les bases de données dans lesquelles on les a entraînées, on va aller chercher une IA plutôt qu'une autre. Et donc, on a des résultats qui sont beaucoup plus pertinents que si on utilisait une seule IA avec un prompt élaboré. D'avoir un prompt élaboré, vous ne pouvez pas avoir ça, c'est pas possible. D'accord. Donc la base de données, les données sont déjà prêtes et répertoriées, et donc l'IA, elle va les chercher, c'est ça? Elle va pas chercher directement sur les réseaux sociaux, type les deux. Ok. Tout à fait. Analytique et ce qu'on a fait avec ces startups-là. Ok. Donc je vais y répéter. On a une base de données avec 10 000 startups françaises avec des fiches signalétiques et toutes les données qu'on a pu récolter sur ces startups pour entraîner la machine. Et après, derrière, elle va aussi chercher des compléments sur le web, sur des études sectorielles, etc., pour pouvoir arriver à faire quelque chose de beaucoup plus concret. Tout à fait. Alors, en attendant que le micro arrive là-bas, moi, ce qui m'a plu, j'ai vu les premières versions, et c'est vrai que l'IA, elle était quand même assez descriptive. On était dans l'alpha. Hein, et là, aujourd'hui, elle se lance sur des chiffres et on a des évaluations du chiffre d'affaires. Elle se risque à donner un chiffre d'affaires et donc donner de la cohérence par rapport à un marché. Et ça, c'est quand même nouveau dans votre développement, quoi, et de cette nouvelle version. Tout à fait. Et en dernière, donc là, il s'est arrêté. Comment dire? Normalement, après, on a la stratégie de go-to-market où il nous identifie 5 différentes cibles. Et pour chacune d'entre elles, il va nous donner les canaux d'acquisition à prioriser, puis les propositions de valeur à mettre en avant, suivi d'une roadmap technologique dans laquelle il va nous dessiner toute l'architecture d'un logiciel, d'une supply chain et autres. Et ensuite, on a un bilan prévisionnel financier qui est extrêmement détaillé. Donc, Une question. voilà. Alors ma question, c'est par rapport à la marge d'erreur, par rapport aux résultats. Comment vous les analysez, les calculez Alors, là, on n'est pas garant de la marge d'erreur. Nous, on fournit un outil de support pour les structures d'accompagnement qui va leur permettre de mieux accompagner leurs projets. L'objectif, c'est pas que la structure d'accompagnement imprime ça et le donne au porteur de projet. Elle doit faire une relecture. Mais pour arriver à sortir un bilan comme ça, c'est minimum 4 heures, 6 heures, 8 heures de travail au minimum, et encore parce que le porteur de projet a fourni des documents. Là, ça permet de gagner un temps fou, et après, derrière, il faut checker, bien entendu. C'est un outil de support. Donc la marge d'erreur, c'est pas infaillible. Oui, bonjour. Peut-être une question pour madame. On est passé très vite sur les données d'entrée, le texte que vous avez confié. Est-ce que vous pouvez nous donner le contexte? En combien de temps vous l'avez fait? C'est des phrases types que vous avez écrites comme ça ou... Alors en fait, ce que j'ai structuré le document en plusieurs parties. Le contexte dans lequel l'entreprise a été créée, donc mon expérience professionnelle dans ce secteur d'activité. Deuxième étape, c'était voilà, vous avez ici le contexte. Ici, c'est le descriptif du service en lui-même et ce qu'il va apporter au client. Et après, là, c'est plutôt, on va dire, voilà, la zone, on va dire les spécificités de l'implantation et le marché global. Voilà. C'est vraiment très succinct. Alors après, moi, je l'ai fait de façon, peut-être parce que j'ai beaucoup de recul, ça ne m'a pas demandé beaucoup de travail, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui m'aurait demandé certainement un peu plus de temps il y a quelques mois en arrière. Et le résultat, pardon, le résultat de ce que j'ai vu là, je trouve qu'il y a plein de choses que j'avais du coup, que j'ai dû trouver par moi-même, exactement. Et des choses, en fait, tu parlais des incubateurs, et effectivement, il y a des choses pour lesquelles c'est un domaine d'activité très, très particulier. Hein.
que les gens ne connaissent pas très bien. Et c'est vrai que souvent, il faut réexpliquer le contexte. Et là, je pense que c'est un très bon outil pour que les gens soient rapidement percutants sur l'accompagnement des créateurs de projets. Merci David, on va passer à l'étape 2 de notre atelier. Pendant qu'on passe alors, on va passer à l'étape 2 qui est la présentation commerciale des... Vous êtes où? Bonjour, c'est moi. Bonjour. Ah, oui. Salut Christophe, tu vas bien? Oui, ça va. Alors j'aurais, oui, éventuellement une question en tant que justement accompagnateur à l'aide à la création d'entreprise, puis je travaille pour justement une structure d'aide à la création d'entreprise dans le cadre du CitéLab. Et donc moi, ma question, c'est plutôt, puisque nous les porteurs de projets, on les voit de manière individuelle et individualisée, c'est savoir, rappeler déjà que le b.a.-ba de la création d'entreprise, c'est connaître son activité. Donc déjà, le porteur de projet doit connaître son activité. Et de deux, par rapport à celui qui va l'accompagner, va accompagner chacun de manière individuelle. C'est-à-dire que même si, effectivement, c'est très bien de voir tout ça d'un coup, ça permet éventuellement soi-même, c'est-à-dire par exemple moi, de me former, on va dire, sur l'activité en question. Mais il n'empêche que pour chaque porteur de projet, ça sera un accompagnement différent parce que très sincèrement, même s'il y a beaucoup de données, forcément, c'est le porteur qui créera son entreprise. C'est pas nous qui allons créer à sa place. Bien évidemment, c'est ce que je vous ai dit. On est un support qui va permettre au porteur, à l'accompagnant de monter en compétence très vite, de se mettre pratiquement au niveau de la personne qu'il a en face de lui. Et il va amener son expertise et surtout sa méthode, qui est ce qui va manquer au porteur de projet au final. Donc c'est vrai que c'est un support, vous êtes libre de vous en servir tout ou partie, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, par rapport au prix qu'on le vend, ça fait gagner du temps. Puisque une étude complète, on la vend 50 balles. Et de toute façon, on a un stand là-bas qui s'appelle Clanic, donc si vous voulez discuter après, on va y être avec Samy. Je laisse la parole à Christophe, excuse-moi, tu as bouffé un peu de ton temps. Oui, tout à fait. Ok, bonjour à tous, donc je suis Christophe Pérez, je représente Académie Numérique. On est un organisme de formation et une agence. Et on est spécialisé sur les technologies no-code et low-code, c'est-à-dire de programmer rapidement sans compétences techniques. Et on a également un gros volet focus sur la partie IA. Donc l'objectif pour prendre le relais par rapport à ce qui a été fait, et je félicite effectivement Samy pour son développement, et David, il y a vraiment une grosse valeur ajoutée. L'objectif pour faire le lien avec des porteurs de projets et avec BPI, c'est qu'ensuite il faut pouvoir pitcher et présenter son projet. Donc cette phase de transition, c'est comment on peut s'approprier ce contenu, automatiquement le mettre dans un outil qui va nous faire des slides pour gagner du temps. Parce qu'on sait que présenter une présentation, ça peut prendre beaucoup de temps. Pour ceux qui ont passé quelques nuits sur PowerPoint ou sur Google Slides, ça peut prendre du temps. Donc aujourd'hui, c'est comment utiliser l'IA pour pouvoir automatiquement générer des supports pour son projet. Si on peut projeter l'écran, du coup. Yes, merci. Donc là, l'objectif, ça va être très simple. Je vais récupérer en fait tout ce qu'a fait Samy sur son outil. Ok. Donc c'est un peu un challenge parce que Samy, il y a combien de pages là? Il y a 64 pages. Donc je vais faire un copier-coller et je vais aller dans un des outils. Il y en a plusieurs qui existent, peu importe. Aujourd'hui, on fait un focus sur un des outils qui est un leader sur le marché de la génération de présentation avec IA, qui s'appelle Gamma. Il y en a d'autres. Donc comment en quelques secondes je vais pouvoir récupérer le contenu à valeur ajoutée de Samy et si je me mets à la place de Karine, proposer un petit pitch à BPI ou à d'autres structures. Donc je vais aller dans l'outil et puis on va simplement faire ce qu'on sait tous faire maintenant, c'est le copier-coller, n'est-ce pas? Je vois beaucoup qui rigolent, mais ça fonctionne bien. Alors c'est un peu un challenge parce que Samy m'a dit ça va passer, mais on a rarement autant de contenu pour faire une présentation. Il va arriver à suivre l'outil là Canva? Bah écoute, là c'est plus de mon ressort, c'est l'IA qui va faire. Donc je vais lui dire que on va condenser quand même. On va mettre à minima. Tu t'es parti sur 30 cartes, d'accord? C'est quoi 30 cartes? Et on va lancer l'IA. Alors on peut faire pas mal de paramètres. L'idée c'est pas de s'attarder, c'est de voir s'il y a un résultat concluant pour faire gagner du temps à Karine. Je vais choisir un thème. Hop, que j'avais ici prédéfini, me montre un aperçu du thème et je laisse l'IA faire.
Donc à voir comment également elle va interpréter le contenu qui a été généré et comment elle va le structurer par rapport à la présentation. Donc ça peut prendre quelques secondes quand même parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et donc là, au même titre que le script, le prompt de Samy, on va voir qu'elle est capable de réaliser des slides qui sont généralement plutôt cohérents et que de toute façon, on va pouvoir très rapidement modifier, soit en lui indiquant différents prompts pour modifier les slides, soit en retouchant. Le speed meeting de la journée commence. Après l'URSSAF. Rendez-vous à l'espace speed meeting. Avocat. On se croirait un peu la SNCF, non? Ressauter. Donc, ici, on va essayer de le reprendre. Il est en train de continuer à générer du contenu, mais on peut quand même avancer. Donc voilà, Karine, ça te permet d'avoir une introduction, les différentes missions. Donc tout ça, ça a été récupéré de la part de Samy. Hein. La liste des personas, vous voyez qu'il a quand même interprété les secteurs d'activité avec des images qui sont cohérentes, qui ont été générées par l'IA. Les points de douleur, la logistique, des graphiques qui sont générés automatiquement, l'offre de services clés en main, etc., etc. Ça va continuer à charger. Et puis très rapidement, sur ce type de présentation, si vous voulez, vous avez toujours une assistance et vous allez pouvoir soit faire plus court, soit faire plus long, soit être plus visuel, soit proposer et utiliser d'autres modèles visuellement parlant qui sont plus attrayants. Donc tout ça, c'est juste accessible avec quelques boutons sur chaque slide. On peut le faire. Hein. Si ici, vous voyez cette slide-là, je vais prendre que cet exemple pour les personas. C'est déjà assez parlant. Mais si je veux essayer de le rendre plus visuel, j'ai juste à lui demander. Alors là, je lui demande deux choses en même temps. Il est en train de continuer à gérer les slides, plus modifier celle-là. Donc il va peut-être falloir qu'il traite d'abord la première action avant de faire la deuxième. Mais néanmoins, il me propose une solution différente. Et il va générer les images. Alors, pour les images, vous avez deux solutions. Soit elles sont générées par l'IA, soit on peut importer notre propre banque d'images pour que ce soit des images appartenant à la société ou libres de droit. On peut choisir et on peut bien sûr orienter avec un prompt le type d'image qu'il va récupérer. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long. Vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. On a des chiffres clés. Tout ça, c'est simplement la mise en forme du travail qu'ont fait David et Samy, rien d'autre. Mais je pense qu'en quelques secondes, si on devait le faire sur notre... j'utilise pas PowerPoint parce que j'utilise pas Microsoft, mais si on parle de Google Slides, ça prendrait quand même énormément de temps. Donc là, l'idée, c'est de passer d'une idée de projet à un outil comme celui de David et Samy, et à un outil comme celui-là, comme il en existe d'autres, pour se dire qu'on a un temps incroyable et qu'on arrive à proposer, à pitcher sur des documents qui sont quand même plutôt professionnels, avec un rendu plutôt efficace pour le temps passé. On est d'accord ? Non, alors pas avec l'ensemble des diapos, non, mais les premières sont très... Enfin, celles que j'ai réussi à lire, parce que je ne suis pas aussi rapide qu'une IA pour lire les choses. Mais non, c'est très pertinent, effectivement, pour l'introduction, il n'y a pas à dire. Et après, pour la suite aussi, du coup... non, c'est un très bon support, très bon outil pour permettre de générer... Parce que c'est vrai que... Karine, tu es au courant, tu fais quasiment 1 million là. Oui, bien sûr. Bah, écoute, je me le souhaite. Écoute, on se tient au courant. Non. Après, oui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus optimiste que ce que j'ai prévu, mais effectivement, en tout cas, la croissance est la même. Hein. Après, c'est vrai que l'IA, elle a un défaut, elle est foncièrement optimiste. Et c'est un sujet sur lequel on travaille aussi pour la rendre un peu plus pessimiste, mais on a du mal. Oui, oui. Voilà, donc plein de possibilités. L'idée, c'est d'aller vite et d'être performant. L'IA, c'est surtout un outil au service de la productivité. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres. Voilà, écoute, merci Christophe Pérez pour cette présentation. Même moi qui découvre ça, je suis quand même bluffé. Je suis désolé, je vous le dis. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont rentrés dans un parcours entrepreneurial, qui ont suivi un parcours de création d'entreprise. Je suppose que
ça donne à réfléchir. On peut prendre ça, dire on n'est peut-être pas tout à fait dans la réalité, mais pouvoir le retoucher. Mais il y a quand même, il n'y a pas grand-chose à acheter, quoi, je dirais. Quoi. On a fait une grosse partie du travail avec ce qui a été présenté aujourd'hui. Quoi. Voilà, et ceux qui veulent aller plus loin, on est sur le stand de Clanic, au fond, à gauche. Tout à fait. Et là, on a le détail, comment dire, des projections financières que vous n'avez pas pu voir tout à l'heure, qui a été générées, sur lequel on voit les hypothèses qu'il a pris au début, le résultat aussi, plan de trésorerie et les besoins en fonds de roulement. Donc voilà. Bravo, bravo. Bah écoutez, merci beaucoup.